Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Donc, je suis Jacques Morisot, je suis tête de liste pour l'Alliance solidaire des Français de l'étranger pour la Finlande, la Lituanie, l'Estonie et la Lettonie. Donc, nous sommes issus des 4 pays de la zone et nous sommes très heureux de vous avoir avec nous. Donc, je passe la parole à Laure qui va se présenter également et qui est ensuite François. Pardon, merci Jacques. Donc, bonjour à tous, Laure Tavernier, je suis tête de liste pour la circonscription Norvège-Islande, donc basée à Oslo et ravie d'être là avec vous et sur ce thème de l'hydrogène qui est si précieux à la Norvège. Je passe la parole à François. Merci Laura, bonjour à tous. François Martelet, je suis médecin de formation, directeur d'une entreprise pharmaceutique basée à Stockholm en Suède et tête de liste pour la Suède pour l'ASFE. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir un séminaire super intéressant sur l'hydrogène, les emplois verts, les nouveaux modèles économiques dans les pays d'Europe du Nord. Et j'ai le plaisir de vous présenter Mika Mered, qui est chargé d'enseignement en marché et géopolitique de l'hydrogène à HEC Paris, qui est membre de la Task Force hydrogène de MEDEF International, spécialiste des enjeux arctiques, antarctiques et environnementaux. Et Mika Mered nous a fait le plaisir et l'honneur d'être un des participants de ce webinaire. Aussi, j'ai l'honneur de présenter Dr Bruno Pollet, qui est professeur à l'Université norvégienne des sciences et technologies, qui est un spécialiste reconnu sur l'hydrogène et qui nous apportera aussi son éclairage sur le sujet. Voilà, je crois que je peux, après ces présentations… Je me permets juste de dire que Marie-Zoé Belon-Laitanen, qui est numéro 2 sur ma liste, est présidente de la Chambre de commerce franco-finlandaise, est avec nous ici. J'avais oublié de la présenter. Pardonnez-moi, François. Mais je vous en prie. Voilà, donc je pense que je peux passer la parole à Mika Mered. Je crois que c'est pour vous maintenant, Mika. Merci beaucoup François, merci à toutes et à tous, merci d'être là, merci d'avoir organisé aussi ce petit webinaire. C'est un plaisir de pouvoir vous parler d'hydrogène, notamment de pouvoir en parler avec les Français expatriés en Europe du Nord, qui du coup sont parmi ceux qui en entendent parler le plus, très certainement, dans les médias et même dans leur vie quotidienne. Et puis c'est un plaisir aussi de voir des noms familiers parmi la liste des participants, donc ceux que je connais, du coup, vous reconnaîtront. Merci d'être là, ça fait vachement plaisir. J'ai hâte du coup d'avoir vos questions et de partager cette conférence aussi avec le docteur Pollet, parce que c'est l'un des plus grands spécialistes que je connaisse. Moi, ça fait longtemps que je lis ses travaux. Je ne suis pas issu du domaine de l'ingénierie. Je viens de la géopolitique, des questions d'analyse de marché. Et du coup, je le lis depuis très longtemps. Donc, quand il a proposé de nous rejoindre sur ce webinaire, j'étais là, cool, c'est parfait, parce que du coup, il pourra aussi vous donner un point de vue technique et puis aussi un point de vue de Français expatriés, du coup, pas à Oslo, mais à Trondheim, si je ne me trompe pas. Donc, on pourra en parler juste après. Ce que je vous propose, c'est de faire juste un propos introductif à la géopolitique de l'hydrogène. Tout simplement, je ne vais pas pouvoir vous faire le résumé de mes 24 heures de cours à HEC là-dessus. Donc, en une vingtaine de minutes, pas plus, je vais essayer de vous brosser un portrait de pourquoi tout simplement vous entendez parler de plus en plus de l'hydrogène dans vos pays respectifs et pourquoi en France aussi, on en entend de plus en plus parler. Alors, en France, on en entend parler évidemment parce que cette géopolitique de l'hydrogène est de plus en plus prégnante, dans le sens où il y a eu une dynamique de développement sur les 20 dernières années autour de l'hydrogène en France, portée notamment par exemple par des outils des universités et des outils des agences d'État, comme par exemple le commissariat à l'énergie atomique. Il y a aussi beaucoup d'entreprises françaises qui travaillent sur l'hydrogène, mais je ne vais évidemment pas les citer pour ne pas faire payer à la SFE 10 000 € par mention d'entreprise. Et du coup, ce que j'ai fait tout de suite pour commencer, c'est vous proposer cette citation de Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, tout le monde sait qui c'est, je ne vous explique pas qui c'est. Ce qui a été très intéressant, c'est que quand il a commencé à expliquer à l'été dernier qu'il était en train de travailler une stratégie gouvernementale sur l'hydrogène en France, qui vient dans la continuité du premier plan Hulot autour de l'hydrogène qui avait été publié en juin 2018, eh bien tout simplement, il ne s'est pas emmêlé les pédales, mais il est parti du principe
que l'hydrogène allait succéder à l'électricité, allait quelque part remplacer l'électricité d'une certaine manière. Et c'est quelque chose, c'est une idée reçue, ou en tout cas c'est une méconception qu'on entend souvent en France. C'est-à-dire que quand on parle d'hydrogène chez nous, les gens ont tendance à penser que l'hydrogène va remplacer le nucléaire, va apporter une nouvelle dynamique de développement énergétique, comme si c'était une nouvelle industrie par rapport à l'électricité, alors que, en fait, comme on va le voir, l'hydrogène, c'est pour beaucoup du gaz naturel aujourd'hui, évidemment, du pétrole ou du charbon, mais à l'avenir, l'hydrogène qu'on souhaite, l'hydrogène vert, c'est de l'hydrogène qui est pour beaucoup, pour la plupart, de l'hydrogène où de l'électricité va être mise en branle à un moment dans le processus, soit de synthèse, soit d'utilisation de cette énergie. Donc, de fait, en France, on a eu un plan d'investissement autour de l'hydrogène d'à peine 100 millions d'euros en 2018, où Nicolas Hulot était allé ramer, il avait obtenu ça avec les dents de la part de Bercy, qui à l'époque ne croyait pas tant que ça à l'hydrogène. Et puis, les choses ont changé. Il y a eu évidemment des plans de relance qui ont été portés l'année dernière. Il y a eu le coronavirus. Bref, tout ça, vous le savez. Et puis, il y a eu surtout des développements technico-commerciaux assez importants dans le domaine de l'hydrogène, que ce soit au niveau de sa génération, de sa synthèse, au niveau de son stockage, au niveau de son usage. Et aujourd'hui, le plan hydrogène qui a été présenté par le gouvernement français en septembre 2020, donc 2 ans après le premier plan Hulot, ce n'était plus 100 millions d'euros, ni 200, ni même 500, c'était un plan à 7,2 milliards d'euros. Et ça, c'est juste pour le plan hydrogène. Il y a aussi d'autres plans qui ont été mis en place dans le cadre des plans de relance dans lesquels il y a par-ci, par-là des financements fléchés vers l'hydrogène. Mais en tout cas, cet hydrogène ne succédera pas à l'électricité. L'hydrogène va simplement être un autre vecteur, un autre moyen de pouvoir stocker et transporter cette électricité. Alors, pour comprendre surtout quel est le point de départ de tout ça, de tous ces débats autour de l'hydrogène, je vous propose de faire juste un petit retour en arrière. Remontons jusqu'au 19e siècle pour comprendre comment, tout simplement, oui, c'est un petit tour en arrière, promis, je vais le faire court, comment, depuis le 19e siècle, la question du développement des énergies dans le monde s'est développée. Ce que vous voyez ici, c'est tout simplement un graphe qui vous présente la consommation d'énergie primaire par type d'énergie à l'échelle mondiale. Et ce qui est très intéressant, pour ceux qui n'ont jamais vu un graphe de ce type-là, c'est certainement de repérer qu'en réalité, au fur et à mesure des révolutions industrielles qu'il y a eu d'abord à la moitié du 19e siècle, avec l'apparition évidemment des applications charbon, puis au tournant du 20e siècle, avec l'apparition des applications pétrole, puis ensuite dans la deuxième moitié du 20e siècle, avec d'abord le gaz naturel, puis le nucléaire et l'hydroélectricité, et enfin les énergies renouvelables. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'à chaque fois, ces nouvelles sources d'énergie primaire se sont additionnées les unes aux autres. Il n'y a aucune, dans l'histoire industrielle, du coup, aucune énergie primaire nouvelle qui est arrivée en masse sur le marché mondial et qui aurait remplacé les énergies qui étaient dominantes auparavant. Le pétrole n'a pas remplacé le charbon, le gaz n'a pas remplacé le pétrole, le nucléaire n'a rien remplacé de tout ça, et ainsi de suite. Et du coup, l'enjeu qu'on a aujourd'hui, et évidemment que vous connaissez très bien dans les pays nordiques, c'est le fait que aujourd'hui, à l'échelle mondiale, effectivement, la consommation d'énergie fossile représente plus de 85% de notre consommation d'énergie. Donc, quel est l'enjeu qui nous attend? C'est simple, c'est très simple, c'est-à-dire que si on veut être capable de pouvoir, sur la fin du 21e siècle et surtout sur le 22e siècle, inverser les tendances de réchauffement climatique, il va falloir trouver une énergie ou un vecteur énergétique qui soit capable de faire ce qu'on n'a jamais réussi à faire avant, c'est-à-dire pouvoir décarboner en remplaçant les énergies dominantes aujourd'hui, les fossiles, par des énergies qui ne seraient pas polluantes, ou en tout cas qui n'auraient pas les mêmes niveaux d'émissions incontrôlés et incontrôlables que les énergies fossiles par rapport à la question du réchauffement climatique. Donc, vaste sujet, vaste enjeu, et comme vous l'avez compris, ce n'est pas gagné. Mais les gouvernements, petit à petit, sous l'impulsion évidemment des activistes, des ONG environnementales, de la jeunesse, évidemment bien sûr, entre autres choses, sont dans une démarche aujourd'hui d'essayer d'arriver à un net zéro, c'est-à-dire une neutralité carbone, ou même carrément une neutralité en termes d'émissions de gaz à effet de serre au global à l'horizon 2080 ou peut-être avant. On a vu sur l'année 2020, en fait, en réalité, depuis juin 2019,
plus de 100 pays dans le monde s'engager pour des trajectoires net zéro. Certains, comme la Finlande, parlent de 2035. Certains, comme par exemple certains pays industrialisés ou en voie de développement aujourd'hui, disent nous ne serons net zéro, neutre en carbone, qu'à l'horizon 2080, voire 2100. La Chine dit 2060, le Japon dit 2050. Bref, c'est un petit peu la foire, si je peux me permettre, aux différentes incantations politiques. Mais ce qui est important, c'est qu'on n'arrivera pas à une neutralité carbone sans un vecteur énergétique qui soit résolument différent de ceux qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, c'est là que l'hydrogène a un rôle à jouer. Mais, ce serait trop facile autrement. Le problème, c'est que même dans le secteur de l'hydrogène, je pense que peut-être que Bruno en parlera, on part de quelque chose qui est finalement pas si vertueux que ça, dans le sens où aujourd'hui, l'ordre de grandeur que vous pouvez retenir, c'est que en 2020, plus de 96% de l'hydrogène produit dans le monde est de l'hydrogène carboné fait à partir d'énergie fossile. Donc, même dans le secteur de l'hydrogène, on part pas de zéro, on part de moins 20, si je peux me permettre. Et du coup, le vrai grand sujet de l'hydrogène aujourd'hui, ce n'est pas juste de se demander est-ce que ça peut être accessible à tous, est-ce que ça peut démocratiser l'accès à une énergie ou à un vecteur énergétique décarboné ou décarbonable. Le vrai sujet, c'est surtout, d'abord et avant tout, est-ce que l'hydrogène peut être véritablement vert ? Donc aujourd'hui, pour faire 1 kg d'hydrogène, on va émettre en moyenne dans le monde 9 kg de CO2. C'est mieux qu'il y a juste 5 ans où cette moyenne tournait plutôt autour de 11 kg de CO2. Petit à petit, on s'améliore. Mais clairement, aujourd'hui, seulement 1% de l'hydrogène produit dans le monde est véritablement de l'hydrogène vert, c'est-à-dire de l'hydrogène qui est fait à partir d'énergie ou de ressources renouvelables. Et là, encore une fois, le sujet, c'est pourquoi 1%? Très simplement parce qu'aujourd'hui, c'est une technologie qui est moins mature, moins développée que les technologies d'hydrogène à partir d'énergie fossile, tout simplement, une question purement technico-commerciale. Et puis, la deuxième raison, c'est qu'il n'y avait pas non plus de grands plans massifs d'investissement ou d'aide à l'investissement pour que des entreprises, petites ou grandes, puissent tout simplement, ou des universités puissent, passer du stade de l'hydrogène vert de laboratoire qui marche, qui fonctionne, mais en laboratoire, à de l'hydrogène vert véritablement déployé à très grande échelle. Et ça, c'est évidemment ce qui a changé sur les 18-24 derniers mois. C'est que maintenant, il y a de l'argent pour tenter ça, pour faire sortir cet hydrogène vert des laboratoires. Et il y a de l'argent aussi de la part des entreprises parce qu'ils voient avec l'hydrogène, de la même manière que les politiques, un vecteur, une opportunité de communication particulièrement intéressante pour rebattre les cartes dans le secteur de l'énergie ou le secteur tout simplement des énergies, dans le secteur des applications particulièrement polluantes aujourd'hui. Typiquement, dans le secteur de l'automobile, ce n'est pas le seul secteur qu'on peut envisager. Vous pouvez penser à l'aviation, vous pouvez penser au maritime, vous pouvez penser à la production d'acier, vous pouvez penser évidemment au ciment, etc. etc. Bref, l'élément qui va aujourd'hui le plus parler aussi bien aux politiques qu'aux citoyens lambda, c'est l'automobile, ce qu'ils utilisent tous les jours, ou en tout cas ce qui est tous les jours autour de nous. Et typiquement, aujourd'hui, vous allez retrouver des sociétés, alors rassurez-vous, ce n'est pas français, donc pas de pub particulière là-dessus, des sociétés japonaises, coréennes, allemandes et bien d'autres qui s'investissent, pour certaines depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans, pour essayer de trouver la voiture et surtout le vecteur de communication qui permettent de générer de nouveaux narratifs, de nouveaux effets d'entraînement. Et là-dessus, on a une société coréenne qui, dans le cadre d'une certaine pub qu'ils ont faite l'année dernière en Espagne pour leur voiture 4x4, un SUV qui est aujourd'hui évidemment mis à l'amende assez souvent dans la communication autour des nouvelles transitions écologiques, ils ont fait cette pub pour montrer tout simplement qu'une voiture à hydrogène, ici à pile à combustible, mais ce n'est pas la seule technologie qui existe, tout simplement, ça n'est pas polluant, ça n'est pas problématique pour le corps humain, et ainsi de suite. Ici, je suis un petit peu trivial dans ma façon de m'exprimer parce que c'est véritablement le message assez primaire, assez brut, assez basique que ces publicitaires de ce secteur de l'hydrogène maintenant essayent de faire passer cette idée que l'hydrogène pourrait potentiellement être la solution à peu près à tout. Mais pour que ça marche,
il y a une condition qui est donc sine qua non, c'est de faire baisser les prix de cette production d'hydrogène. Si vous ne faites pas baisser les prix, les incantations politiques resteront, les grands discours commerciaux resteront, mais in fine, ce ne sera que du greenwashing. En réalité, pour que l'hydrogène vert s'impose, il faut au minimum que le kilo de production, le kilo d'hydrogène vert produit demain, que ce soit bientôt en 2025-2030 chez certains ou évidemment un peu plus lointain, un horizon un peu plus lointain dans certains pays, puisse atteindre un palier autour de 2 $, 1,50 $, voire 1 $, le kilo. En euros, on peut prendre 1 $, 1,50 € le kilo comme seuil, comme ordre de grandeur, de seuil à atteindre pour que l'hydrogène commence petit à petit à s'imposer. Cet hydrogène, évidemment, il faut qu'il soit vert, je vous l'ai dit. Donc ça, c'est, on va dire, le point de base. Le deuxième point de base, d'un point de vue cette fois-ci géopolitique, qui va intéresser particulièrement évidemment l'Europe du Nord, vous allez le voir, ça va être évidemment ce qui va nous amener à la conclusion, c'est que cette géopolitique de l'hydrogène, c'est une véritable opportunité pour des producteurs énergétiques, mais aussi pour des sociétés qui ne sont pas aujourd'hui des producteurs énergétiques, de pouvoir tout simplement rentrer dans ce marché assez lucratif de l'énergie. Et au-delà de rentrer simplement dans ce marché, si on réfléchit à l'échelle géoéconomique ou donc géopolitique, ce qui va être intéressant aussi, c'est de voir, est-ce qu'il y a des États, est-ce qu'il y a des groupements d'entreprises, est-ce qu'il y a des entreprises qui choisiront de produire de l'hydrogène de manière décentralisée, un peu partout dans le monde, en fonction des besoins, en fonction des intérêts politiques locaux, ou est-ce que cet hydrogène, comme le pétrole, le gaz ou le charbon, va être finalement assez centralisé autour de quelques pays, de quelques producteurs qui vont le produire en masse et qui, en le produisant en masse, seront capables d'afficher des prix qui rendront l'hydrogène relativement abordable. Ça, c'est la grande question dans laquelle j'essaie de répondre dans mon livre, parce que le prochain livre qui arrive sur l'hydrogène, rassurez-vous, l'idée, c'est assez simple, c'est de dire, voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, beaucoup de pays, beaucoup d'entreprises qui se disent et si je produisais beaucoup à un endroit A et puis que j'exportais de manière flexible vers une myriade de clientèle, est-ce que ça pourrait être un marché qui fonctionne? Et ce débat, on l'a en Islande, on le trouve en Norvège, on le trouve en Finlande, on le trouve en Russie, de l'autre côté de la frontière. Je sais que ce n'est pas votre circonscription, mais ce n'est pas très loin. On le trouve évidemment aussi au Groenland, pour ceux qui sont actuellement au Danemark. Et fondamentalement, ce débat, il s'exprime dans une logique plus générale de la flexibilisation de l'accès aux énergies. Donc, si vous demandez évidemment aux turiféraires de l'hydrogène, et en particulier de l'hydrogène vert, ce que vous allez entendre comme réponse, c'est oui, c'est facile d'imaginer à l'horizon 50, 10 ans, 15 ans, des logiques d'exportation massive, par exemple, depuis le désert australien avec des panneaux solaires en masse, ou alors depuis le Sahara avec des panneaux solaires en masse, jusqu'en Europe. Oui, c'est assez facile d'imaginer produire de l'hydrogène vert à partir d'éoliennes au Chili pour pouvoir exporter cette énergie vers les États-Unis. Voilà, ces discours-là, on les entend de plus en plus. Et il y a des discours qui sont réels, avec des vrais potentiels, et d'autres un petit peu moins. Alors, pour comprendre du coup lesquels sont véritablement valables, il faut demander aux ingénieurs. Donc ça, on va le faire avec Bruno après. Mais avant de demander à Bruno, il faut aussi voir qu'il y a différents types d'hydrogène, comme je l'évoquais tout à l'heure, et voir rapidement quels sont ceux qui peuvent avoir le plus de potentiel dans un endroit A, B ou C. Donc l'hydrogène, qui est aujourd'hui le véritable Graal, celui vers lequel tout le monde essaye de se développer, c'est l'hydrogène vert, donc fait à partir d'énergies renouvelables. Et parmi ces énergies renouvelables que vous voyez sur la partie gauche du slide, évidemment, il y en a beaucoup qui sont présentes dans l'espace arctique ou dans l'espace scandinave en général. Vous pouvez imaginer évidemment les éoliennes, vous pouvez imaginer l'hydroélectricité, vous pouvez imaginer, pour ceux qui sont en Islande, la géothermie, la biomasse qui est importante. On peut imaginer aussi d'autres types de ressources, comme par exemple de l'énergie osmotique qui se développe là aussi, encore une fois, en Norvège. Bref, imaginez plein de choses autour de ça. Mais il y a quand même le secteur des énergies fossiles qui essaye de faire son baroud d'honneur, dirons-nous, et qui dit moi aussi, je peux développer des technologies qui permettent de décarboner
ma synthèse de l'hydrogène. C'est-à-dire, voilà, je vais faire de l'hydrogène comme je fais depuis toujours, avec du charbon, avec du gaz naturel, avec du pétrole, mais je vais mettre un système de capture de carbone, un séquestrateur de carbone, ou CCS. Et l'idée, ça va être tout simplement de faire en sorte que sur l'usine qui va synthétiser l'hydrogène, qui va produire cet hydrogène, eh bien, tout simplement, je vais mettre ce grand filtre, ce CCS. Évidemment, ce n'est pas aussi simple que ça, mais j'essaie de le rendre simple, pour pouvoir tout simplement capter ce carbone et éviter qu'il parte dans l'atmosphère. Et là, il y a plein de façons de le faire. On peut, et on parlera peut-être de ça avec Bruno après, on peut à la fois capter ce carbone sous forme de gaz, on peut se débrouiller pour chauffer ce carbone de manière à ce qu'il se solidifie. Bref, il y a plein de façons, d'imaginer tout ça. Et puis, par ailleurs, ça, on va le trouver dans les discours en Finlande, dans quelques discours en Suède, mais surtout en France, en Russie ou en Ukraine, par exemple, la question de l'hydrogène à partir de nucléaire. Ça aussi, c'est une perspective qui est particulièrement importante et vous le verrez peut-être dans l'actualité. On a des entreprises françaises avec des entreprises russes qui viennent de signer un accord de coopération autour de l'hydrogène nucléaire pas plus tard que hier. Et puis enfin, l'hydrogène blanc. L'hydrogène blanc, c'est de l'hydrogène naturel. Alors, l'hydrogène naturel, vous avez peut-être appris en cours de SVT, je ne sais pas si d'ailleurs ça s'appelait SVT pour tout le monde, hein, en tout cas pour moi ça s'appelait comme ça, que tout simplement l'hydrogène n'existait pas à l'état naturel sur la planète. Bon, aujourd'hui on sait que si, et puis on sait aussi de plus en plus, de mieux en mieux, où cet hydrogène naturel existe. Et si on en trouve, par exemple, en Afrique, au Mali, si on en trouve au Moyen-Orient, par exemple à Oman, si on en trouve en France, dans certains territoires ultramarins comme en Nouvelle-Calédonie, on en trouve aussi, en tout cas en Norvège, on espère en trouver, dans l'espace scandinave, voire dans l'espace arctique, par exemple, au Groenland ou en Islande. Tout ça, on en reparlera peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à ce stade, les pays nordiques sont mieux positionnés que d'autres. Et puis, un ou deux allées en particulier, la Norvège et le Danemark, qui sont bien positionnés à la fois sur la génération d'hydrogène, la synthèse de cet hydrogène, qui sont bien positionnés aussi sur la question des électrolyseurs et des piles à combustible, donc c'est-à-dire tout simplement tous les marchés intermédiaires qui vont permettre à cet hydrogène d'être soit synthétisé, soit stocké, soit transporté, soit utilisé. Et puis, on va voir évidemment aussi, notamment dans le secteur de la mobilité, qu'aujourd'hui, évidemment, de par sa position particulièrement avantageuse, dirons-nous, sur le secteur des voitures électriques, par exemple, la Norvège ou là encore le Danemark sont bien positionnés, de même que la Suède aussi, hein, dans une moindre mesure, mais bien positionnés quand même, en matière donc de marchés qui sont en voie de maturation sur le volet de l'électrification des outils de mobilité et donc qui pourraient accueillir ou voir le développement assez rapide de capacités hydrogène dans la décennie 2020 ou la prochaine. Mais ce qui va être le plus intéressant par rapport aux pays nordiques, tous, quels qu'ils soient, c'est le fait qu'aujourd'hui, ils sont parmi les pays dans le monde qui peuvent potentiellement avoir le plus de potentiel à produire de l'hydrogène vert. Alors pourquoi c'est le cas? Eh bien tout simplement, vous le savez peut-être, ce que vous voyez ici devant vous, c'est tout simplement la part de l'électricité produite dans les différents pays nordiques qui est produite à partir d'énergies renouvelables. Comme vous le voyez, l'Islande fait partie des 5 pays dans le monde aujourd'hui à avoir 100% de son électricité qui vient d'énergie renouvelable. La Norvège, 97%. Le Groenland, ce n'est pas un pays, je sais, mais là, on va le traiter séparément du Danemark, 70%, etc., etc. Donc, l'enjeu ici pour les pays nordiques, et en particulier, j'ai fait une petite erreur, ce n'est pas grave, on va refaire le slide. L'enjeu pour les pays nordiques et en particulier en premier lieu pour l'Islande, la Norvège et le Groenland, c'est tout simplement d'arriver à valoriser les surplus d'électricité qui existent aujourd'hui à partir d'énergies renouvelables et qui ne sont pas valorisées. Typiquement, en Islande, si vous avez 100% de votre électricité qui est déjà renouvelable et que vous voulez aller plus loin, eh bien de fait, développer des capacités éoliennes, développer des capacités en termes d'hydroélectricité, ce n'est pas forcément nécessaire, puisque aujourd'hui, l'Islande est déjà en surcapacité de production. Donc, cette énergie qui n'est pas utilisée, mais qui est bien là, si vous arrivez à l'utiliser et à l'exporter, bien de fait,
vous allez permettre à votre pays, ici l'Islande, c'est valable pour la Norvège aussi, et pour les autres par ailleurs, de tout simplement avoir de nouveaux revenus, un nouvel axe de développement et en réalité faire de ces pays tout simplement des exportateurs d'énergie. Alors la Norvège en est déjà un bien sûr, mais pour l'Islande, le Groenland ou la Suède, ce serait particulièrement nouveau comme perspective d'être un exportateur d'énergie massive. Et c'est la raison pour laquelle, que vous regardiez la stratégie hydrogène du gouvernement norvégien, que vous regardez les développements dans d'autres parties de l'Arctique où on va retrouver des similitudes avec certaines parties de la Scandinavie, avec par exemple l'Alaska ou le Canada, vous allez retrouver, ou même la Russie là encore, vous allez retrouver des intérêts communs et une dynamique globale de tous ces pays nordiques et arctiques pour développer ce secteur de l'hydrogène, et en particulier l'hydrogène vert. Et puis, il y a un pays aussi qu'on n'a pas encore cité, mais qu'il faut citer. Alors, rassurez-vous, oui, c'est une marque. Et là, encore une fois, ce n'est pas du tout dans votre circonscription, loin de là. Ici, c'est State Grid Corporation of China, donc la société énergétique qui appartient au gouvernement chinois, qui est le numéro 1 énergétique en Chine. State Grid Corporation of China avait proposé dès 2015 une sorte de route de la soie électrique en proposant par la voix du président chinois Xi Jinping à l'Assemblée générale de l'ONU, l'idée de faire une grande grille énergétique mondiale, une grande grille électrique mondiale en réalité, basée sur 2 piliers majeurs, le solaire dans la zone intertropicale et puis l'éolien et les ressources renouvelables dans la zone arctique, avec cette zone arctique qui servirait de connecteur entre les différents continents. Aujourd'hui, ce projet chinois, il continue à avancer, mais même ce projet a beaucoup évolué depuis 2015, puisque là où en 2015, la Chine pensait faire valoir dans l'ensemble de la planète sa nouvelle technologie de transport d'électricité à voltage ultra élevé, qui permet de convoyer des électrons sur plusieurs, pas juste centaines, mais milliers de kilomètres de distance, eh bien aujourd'hui, la Chine revoit un petit peu sa copie et la Chine dit aujourd'hui, et si je faisais en sorte qu'en Arctique et puis ailleurs dans le monde, on produise de l'électricité massivement avec de l'hydrogène et que cet hydrogène, on puisse ensuite l'exporter. Ça permettrait d'avoir cette grille électrique mondiale sans avoir les coûts absolument mirobolants de construction de ces lignes à très haute tension à la base. Et là, les pays nordiques ont encore une fois une forme de solution. Ils captent aussi des financements qui viennent de pays asiatiques ou qui viennent de l'Union européenne ou qui viennent d'ailleurs pour développer des nouvelles capacités d'exportation. Je pense que Bruno en parlera aussi. En Norvège, on parle de faire de l'hydrogène liquéfié. En Suède, on parle de faire des méthaniers, pardon, on parle de faire des brise-glaces propulsés à l'ammoniac. Dans d'autres pays encore, comme en Islande, on parle de faire des chaînes d'exportation avec une petite dimension carbonée, ce qu'on appelle les LOHC, tout simplement, permettre à l'hydrogène d'être transporté sur de longues distances à pression ambiante et à température ambiante en les greffant sur des molécules de carbone. Bref, tous ces éléments-là sont en train de se développer, sont en train de se mettre en place et on voit de plus en plus de projets en Norvège, en Islande, au Groenland, ça commence à arriver, la nouvelle majorité s'y intéresse particulièrement. On le voit en Finlande, évidemment, avec la stratégie finlandaise pour l'hydrogène qui a été publiée en décembre 2020, etc., etc. Et puis, finalement, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'en Arctique et dans les pays scandinaves, finalement, cette organisation du marché autour de l'hydrogène, elle est finalement assez similaire à ce qui est déjà en train de se mettre en place depuis une quinzaine d'années autour du gaz naturel. Et fondamentalement, là encore, il n'y a pas une grande différence entre le gaz naturel et l'hydrogène en termes, en tout cas, de structuration de ces différents marchés. Ce qui est juste intéressant et qui plaide pour l'optimisme dans ce dossier, et j'en arrêterai là, c'est le fait que quand vous regardez aujourd'hui les différents projections qui sont faites par des organismes financiers de tous bords et venant de tout type de pays et de tout type de background, vous allez retrouver quelque chose qui fait de plus en plus consensus dans la littérature d'un point de vue technico-commercial, c'est l'idée que l'hydrogène vert à l'horizon 2030-2035 devrait être plus avantageuse que l'hydrogène bleu fait à partir d'énergie fossile d'ici 1 à 2 cycles d'investissement, donc c'est-à-dire c'est demain. Et ce demain-là, il est investi
aujourd'hui. On voit qu'en Russie, il y a des potentiels aussi qui sont particulièrement développés sur lesquels la Norvège ou l'Islande pourraient surfer. On voit qu'au sein du Conseil de l'Arctique, et vous allez en entendre parler à partir de demain, puisque la Russie va prendre la présidence du Conseil de l'Arctique pour 2 ans, il y a des programmes hydrogène, 3 programmes au total qui ont été développés depuis 2 ans. Donc petit à petit, toutes ces choses-là se mettent en place. Et évidemment, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas. Je vous renvoie vers mes 2 ouvrages, celui sur les pôles ou celui vers l'hydrogène, comme vous voulez. Et je cède la parole sans plus tarder à Bruno, puisque j'ai déjà dépassé mon temps de 5 minutes. Donc, Bruno, à vous de jouer. Et puis, on répondra à toutes vos questions juste après. Merci de votre attention. Merci, Miko. Super présentation, dois-je le dire. Alors, je vais essayer maintenant de partager mon écran. Si ça marche. Je pense que tu dois… OK. Si ça marche. On voit. J'espère que ça marchera. Alors. OK. Est-ce que vous voyez cet écran? Oui. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. C'est bon. Moi, je le vois. Ah parfait, tant mieux. Alors, voilà. Alors, bonjour tout le monde. Je vous remercie pour votre invitation et aussi, encore une fois de plus, Nico, pour une superbe présentation sur l'hydrogène. Vraiment, vous avez bien discuté sur ce, vraiment, pour moi, sur ce New Fuel, qui du présent. Je travaille dessus depuis maintenant, depuis 2001. Dans des projets vraiment internationaux, au Japon, au Royaume-Uni, en Afrique du Sud, en France, aux États-Unis et au Canada. Alors, je suis actuellement à l'université, la NTNU, et où je suis responsable d'un gros groupe sur l'hydrogène. On travaille vraiment sur tout ce qui est nanomatériaux, des systèmes donc véhiculaires et stationnaires. Et depuis 2017, depuis que je suis à l'université à la NTNU, je me suis beaucoup impliqué sur l'Hydrogène Europe, Hydrogen Europe, où en fait, on a essayé de vraiment pousser cet agenda pour vraiment la décarbonisation de l'Europe et de l'industrie en général. Donc, si je vous donne un petit peu en fait un snapshot de ce qui se passe, c'est que depuis la stratégie qui a été annoncée en juillet 2020, c'est très très clair. Donc, la stratégie, c'est vraiment de pousser l'économie d'hydrogène en Europe, d'investir initialement 430 milliards d'euros avec un focus sur les électrolyseurs d'eau, l'éolien offshore, l'éolien terrestre et le solaire photovoltaïque, pour en fait produire initialement 4,4 millions de tonnes d'hydrogène en Europe, avec un investissement combiné en Ukraine et en Afrique du Nord de 91,5 milliards d'euros pour produire 4 millions de tonnes d'hydrogène supplémentaires. Et les activités dans le secteur de l'électrolyse pourraient en fait générer en Europe un potentiel de presque 200 000 emplois avec un chiffre d'affaires d'annuel potentiel d'un marché européen de l'hydrogène estimé aux alentours de 800 milliards d'euros d'ici 2050. Et ça, en fait, ça fournirait aux environs de 5,4 millions d'emplois. Alors, il y a vraiment, j'essaie de bouger ça, il y a vraiment 3 étapes de la stratégie de la Commission européenne. La première, de 2020 à 2024, c'est de produire 1 million de tonnes d'hydrogène et de relancer la production d'électricité renouvelable. La deuxième, de 2025 à 2030, c'est d'augmenter la production d'énergie et de produire 10 millions de tonnes d'hydrogène et de décarboniser une grande partie des secteurs industriels et de l'industrie énergétique européenne. La dernière, de 2030 à 2050, c'est vraiment de moderniser, de transformer pleinement les secteurs difficiles à décarboniser, comme par exemple les secteurs industriels, les transports et les maritimes. Alors, si on regarde bien, la Norvège est très très bien placée. Alors, je dis toujours, it's a very lucky country, parce que non seulement ils peuvent produire de l'hydrogène bleu à partir du gaz naturel et bien sûr avec le CCS, Carbon Capture Sequestration, mais aussi avec les énergies renouvelables, comme bien sûr
l'éolien et l'hydroélectricité. Et la Norvège a aussi des grands players dans la fabrication des électrolyseurs d'eau. Donc ça permet vraiment de lancer un marché où la Norvège serait capable non seulement de produire de l'hydrogène vert, mais aussi de l'exporter. D'accord? Et c'est un point très important. Donc, depuis 2018, j'ai vraiment vu qu'il y avait un potentiel énorme pour la Norvège. Donc, le focus natural gas, le focus pétrole, bien sûr, l'hydrogène est aussi un atout très important pour ce pays-là, où vraiment la possibilité de créer des emplois, bien aussi une chaîne de valeur sur l'hydrogène, sur vraiment la production des piles à combustible, production des électrolyseurs, aussi au système d'intégration dans les gros systèmes, par exemple dans le maritime, mais aussi dans le véhiculaire. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment deux aspects très importants pour la Norvège, qui est très clairement dit dans la stratégie norvégienne sur l'hydrogène, c'est de se focuser sur l'hydrogène bleu et sur l'hydrogène vert. Voilà. Donc, vraiment, c'était très succinct tout ça, mais je vais juste pour vous donner un petit peu un appetizer, comme on dit, de ce qui se passe en Norvège. Non seulement nous avons un très gros groupe, un des plus grands en Norvège, je dirais peut-être aussi dans les pays nordiques, mais aussi on a aussi une stratégie très forte comparée, je dirais peut-être à d'autres stratégies européennes. Donc je vois très bien vraiment dans quelques années la Norvège vraiment produire, mais aussi exporter l'hydrogène vert, non seulement pas seulement en Europe, mais aussi dans d'autres pays. Justement, je vous remercie. Je crois qu'on va relaisser la parole aux têtes de liste. Du coup, on va vous laisser faire les MCs pour le temps des questions. Laure, Jacques, François, Marie-Zoé, à vous de jouer. Oui, on peut peut-être prendre des questions au fur et à mesure. Alors, qui veut intervenir? Alors, il y a beaucoup de questions qui ont été posées dans le chat. Oui, alors je vais d'abord peut-être répondre à la question d'Antoine Bonnel, alors merci déjà pour le petit compliment. Est-ce qu'on connaît l'outil éducatif de la fresque du climat? Alors oui, j'ai répondu rapidement dans le chat à Antoine, mais si vous ne connaissez pas la fresque du climat, c'est une ONG française qui a créé ça il y a quelques années, et de fait, c'est sans doute l'outil pédagogique le plus utile pour permettre à tout un chacun, que ce soit des jeunes ou que ce soit des décideurs économiques, je sais qu'ils le font dans pas mal d'entreprises à des niveaux C-level aussi, pour comprendre justement et expliquer comment marchent les solutions climatiques et quels sont les enjeux derrière. Et effectivement, dans les pays nordiques, il faut aller chercher Climate College pour trouver ça. Donc, merci Antoine de l'avoir mentionné, c'est vraiment très important, allez-y. Bruno, peut-être qu'on fait une question chacun, je ne sais pas. C'est comme vous voulez. Hein. Je vous laisse choisir. Ok. J'avais une deuxième question dans le chat qui était: pouvez-vous partager des détails et pointeurs sur les développements récents pour l'âge de l'hydrogène rose et l'hydrogène blanc? Voilà, je vous laisse répondre à ça. Merci Jacques. Alors merci Philippe de votre question. Alors pour l'hydrogène blanc, c'est très simple. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule utilisation, il n'y a qu'un seul gisement d'hydrogène blanc dans le monde qui est aujourd'hui commercialement exploité, mais à une toute petite échelle. Ça se passe au Mali, ça se passe à 60 km au nord de Bamako, ça se passe à Bouraké-Bougou. Et pour le coup, c'est assez intéressant comme cas parce que, alors ce n'est pas du tout lié à la force Barkhane, ni quoi que ce soit, ce n'est pas lié à notre présence française au Mali. Mais ce qui est très intéressant du coup, c'est que le Mali est un pays qui est renfermé sur lui-même, évidemment, au sens où il n'a pas d'ouverture vers la mer. Et aujourd'hui, aucun des pays voisins du Mali n'est prêt à ce stade à collaborer avec le Mali pour, à partir du Mali, construire une chaîne d'approvisionnement internationale
international d'hydrogène blanc. Donc, du coup, c'est un petit entrepreneur local qui a réussi à trouver des fonds au Canada qui développe ce petit gisement, mais uniquement pour l'utilisation locale. Donc là, encore une fois, voilà comment la géopolitique peut impacter, là négativement en l'occurrence, une solution utile pour le climat. Pour ce qui est de l'hydrogène rose aujourd'hui est très en vogue en Russie, génère beaucoup d'intérêt en France et en Ukraine également. Et puis, en Finlande, en Suède, on voit aussi des discours émerger autour de cet hydrogène nucléaire. L'idée de l'hydrogène nucléaire, ce qu'il faut avoir en tête, je ne suis pas rentré dans le détail tout à l'heure, mais en gros, c'est de faire de l'hydrogène renouvelable, dirons-nous, à partir d'uranium. C'est-à-dire que l'idée est simple. Pour produire de l'hydrogène vert, il va vous falloir un électrolyseur. C'est ce que vous avez vu sur l'un des slides de Bruno. L'électrolyseur, pour vous la faire très courte, c'est tout simplement, vous allez prendre de l'eau, vous allez faire passer un courant électrique dans cette eau et vous allez avoir les atomes de l'eau, hydrogène d'un côté et oxygène de l'autre, qui vont se séparer. Je ne rentre pas dans le détail de toutes les technologies, il y en a plein, on pourra en reparler si vous voulez, mais c'est quand même trop compliqué, j'imagine, pour tout de suite. Donc, vous faites cet électrolyseur. À la sortie de cet électrolyseur, vous avez donc de l'hydrogène que vous pouvez ensuite stocker et réutiliser. L'hydrogène rose fait à partir de nucléaire, c'est exactement la même chose, c'est la même technologie, sauf que l'électricité que vous allez faire passer dans l'eau, au lieu d'avoir été produite par de l'énergie renouvelable, elle est produite par le nucléaire. Mais fondamentalement, c'est la même chose. C'est cet électrolyseur qui fait le job. Et l'intérêt de l'hydrogène rose, la raison pour laquelle, du coup, les Japonais aussi s'y intéressent, évidemment, les Émiratis s'y intéressent aussi, c'est tout simplement le fait que votre électrolyseur, pour faire en sorte d'avoir de l'hydrogène qui soit le moins cher possible, en bout de chaîne, il faut l'utiliser le plus possible. Il faut que son facteur de charge soit le plus élevé possible. Et donc, pour ce faire, il faut que votre électrolyseur fonctionne le plus longtemps possible. Donc, dans une année, vous avez 8760 heures. Il faut que votre électrolyseur, pour être rentable ou pour développer en tout cas des chaînes de valeur qui soient bon marché vis-à-vis de cet hydrogène vert ou rose, pour le coup, il faut que votre électrolyseur soit utilisé au moins 4000 heures, 5000 heures, 6000 heures dans l'année. Sinon, ce n'est pas assez rentable tout simplement en termes de facteur de charge, donc d'utilisation de cet électrolyseur. Donc voilà ce qu'on pouvait dire assez rapidement sur l'hydrogène blanc et l'hydrogène rose. OK. On a reçu une question par email. Alors, quelle est la proportion d'hydrogène vert, bleu et en particulier l'hydrogène vert et gris est-il si écologique que ça? Vous pouviez, pour les profanes que nous sommes, nous faire un petit rappel des oui, entre les couleurs, deux, parce qu'il y en a 4 ou 5. L'arc-en-ciel, là, oui. Le hydrogen rainbow. Alors, du coup, en deux mots. Le blanc, donc le gris et le vert. Hein. Alors, l'hydrogène gris, c'est l'hydrogène fait à partir de gaz naturel ou de charbon, et c'est l'hydrogène polluant qu'on fait aujourd'hui, principalement dans le monde. Ensuite, vous avez l'hydrogène bleu. Donc, l'hydrogène bleu, c'est de l'hydrogène gris, mais avec un séquestrateur de carbone qui va permettre de capter le carbone qui est émis au moment de la synthèse de cet hydrogène. Mais c'est des énergies fossiles à la base aussi. Ensuite, vous avez l'hydrogène rose, donc à partir de nucléaire, l'hydrogène vert à partir d'énergie renouvelable, et puis enfin l'hydrogène blanc, qui est l'hydrogène naturel, natif, présent dans le sol. Donc aujourd'hui, quelle est la répartition de ce hydrogen rainbow? C'est très simple. Aujourd'hui, l'hydrogène gris, c'est 96% de la production mondiale. L'hydrogène bleu, c'est 3% de la production mondiale. Et l'hydrogène vert, c'est 1% de la production mondiale. Okay, on a une question de Clément. Bonjour pour l'Islande. Le sujet de l'exportation de l'hydrogène ne semble pas être mentionné, voire être évité par les élus du Parlement et le gouvernement lui-même, alors que le master plan est censé être bientôt acté. Est-ce qu'il y a des blocages politiques à l'exportation d'hydrogène? Donc, une question concerne l'Islande. Alors, dans le cas de l'Islande, ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, il y a des blocages politiques au niveau national. Et les projets en Islande dont je vous parlais tout à l'heure sont portés soit par des entreprises privées en propre, soit par le producteur d'énergie publique
mais en son nom propre, c'est-à-dire sans avoir reçu une demande du politique, du gouvernement, de s'y intéresser. Et puis, il y a aussi des projets qui sont portés par des investisseurs privés islandais, mais pas que, islandais et américains, islandais et allemands, islandais et chinois aussi, dans des parties à l'est, par exemple, du pays. Je vous présentais tout à l'heure le projet Finnafjord dans le nord-est du pays. Fondamentalement, là, on va retrouver des projets où l'hydrogène est juste une composante du projet. Dans le projet Finnafjord, je vous avais présenté rapidement, j'en conviens, le slide tout à l'heure, l'idée, c'est de faire un projet sur 20 ans, 2020-2040, où, dans un premier temps, on va développer de l'aquaculture. Les fruits de cette aquaculture vont permettre de développer l'usine de production d'hydrogène à partir d'énergies renouvelables, là encore. Puis, une fois que ces deux choses-là seront faites, les revenus de l'aquaculture et de la production d'hydrogène serviront à alimenter la construction du futur hub de transbordement portuaire qui permettra à l'Islande, dans cette partie nord-est, de jouer son rôle potentiel donc de connecteur entre les futures routes maritimes de l'Arctique et les routes maritimes ensuite vers les États-Unis, le Canada d'un côté et l'Europe du Nord de l'autre. Donc, typiquement sur un projet comme ça, on n'a que des acteurs privés, pas du tout d'implication gouvernementale. Aujourd'hui, et ça se comprend parce que ce sont finalement des logiques de valorisation d'une ressource qui aujourd'hui est déjà bien gérée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui en Islande, vous allez retrouver un objectif premier qui va être d'essayer de décarboner les usages locaux qui ne sont pas encore électrifiés. Donc typiquement, par exemple, le secteur de la voiture, les secteurs des bus, le secteur du transport dans son ensemble. Et puis ensuite, l'Islande va peut-être, à l'horizon 2025-2030, développer des logiques d'exportation. Mais là-dessus, il n'y a pas de stratégie encore, ça va arriver normalement, mais il n'y a pas encore de stratégie hydrogène en Islande vouée vers l'international, alors qu'il y a ça évidemment en Norvège et dans d'autres pays scandinaves. J'ai cité par exemple la Finlande tout à l'heure. Et puis, par ailleurs, en Islande, il y a un autre sujet qui est clé, c'est tout simplement le fait qu'il y a encore ce débat sur est-ce qu'il vaut mieux exporter les surplus d'électricité par hydrogène ou est-ce qu'il faut, de la même manière que ce que les Chinois ont proposé, exporter ces surplus d'électricité par câble sous-marin électrique, donc vers le Royaume-Uni. Un projet entre 10 et 40 milliards de dollars selon les estimations, mais ça fait 15 ans que c'est en débat et c'est toujours en débat. Alors, Miko et Bruno, je voudrais poser une question qui n'est pas dans le chat. Est-ce qu'on a une idée du nombre d'emplois ou de sociétés qui dépendent de l'hydrogène, enfin une estimation des retombées économiques que représente l'hydrogène? Je suppose que Bruno, ça fait des années que vous travaillez sur ce sujet. Est-ce qu'il y a derrière des créations d'emplois, des créations d'entreprises? Quelqu'un aurait évalué ça? Oui, ça a été évalué par l'Union européenne et donc effectivement, donc dans la chaîne de valeur, c'est estimé vraiment à des gros chiffres. Alors, on parle là de millions d'emplois dans l'Union européenne. Seulement, enfin, vraiment de la production de nanomatériaux au système d'intégration. Dans les industries, on commence dans les industries lourdes et aussi dans les industries difficiles à décarboniser. D'accord? Mais effectivement, ça a été les 5,4 millions d'emplois qui étaient seulement en fait, juste en fait un estimé, hein, vraiment pour d'ici 2030, parce que bien sûr, on a des cibles, et donc c'est vraiment, vraiment un secteur où on aura des emplois créés, des entreprises aussi qui seront créées. Là, j'en vois depuis 2001 que je suis impliqué dans l'hydrogène, je n'ai jamais vu autant de focus et d'enthousiasme vraiment dans l'hydrogène. Et donc, ça fait vraiment plaisir d'être témoin de ce qui se passe. Mais effectivement, là, en Europe, et d'ailleurs, il y a quelque chose que je dois signaler, c'est que vraiment, en Europe, nous sommes les leaders de l'hydrogène vert. À ne pas l'oublier.
D'accord? Nous avons vraiment poussé tout ça. Nous avons, je ne vais pas mentionner les noms des sociétés, nous avons les plus grandes sociétés d'électrolyseurs au monde. D'accord? Et donc, une qui est bien sûr basée en Norvège, donc je ne vais pas citer le nom, et puis bien sûr en France et d'autres pays européens. Donc, il est très, très clair. Nous essayons de bouger tout ça et nous voulons bien sûr de créer des emplois. Plus important aussi, c'est de créer des training centers justement pour l'hydrogène. Je pense qu'on est un petit peu behind, on est un petit peu en fait derrière, comparé par exemple en Chine ou d'autres pays, par exemple au Japon. Je pense que là, on aura peut-être, à un moment donné, ça sera peut-être un bottleneck, d'accord? Mais il y a des grosses discussions à la Commission européenne pour essayer de mettre plus d'investissement dans les trainings, on appelle ça les Doctor Training Centers, non seulement dans les universités, mais aussi dans les compagnies qui puissent en fait vraiment se focuser sur une autre technologie, et on a besoin de cette main-d'œuvre pour, par exemple, produire des électrodes pour les électrolyseurs ou des polypiles à combustible. Mais je suis en fait très content, très fier de voir ce qui se passe en Europe, et aussi avec une poussée très forte. Bon, je suis peut-être, on appelle ça biased en anglais, mais de voir que la Norvège est vraiment un des leaders sur l'électrolyseur. Alors moi, je vais essayer de vous donner un chiffre à l'échelle européenne. Je n'ai pas vu de chiffre d'estimation sur le nombre de nouveaux emplois qui pourraient être créés en Norvège spécifiquement ou en Islande spécifiquement pour l'hydrogène. Par contre, le chiffre que je peux vous donner, du coup, il a été évalué par la Commission européenne pas plus tard que l'année dernière, enfin 2019 maintenant, pour la perspective 2030. Deux scénarios. Un scénario business as usual sur la base de 2017, 2018, 2019. Chacun sait que ça s'est amplifié depuis, et un scénario ambitieux. Le scénario business as usual, l'idée, c'est que ce secteur de l'hydrogène à l'échelle de l'Union européenne, et évidemment, dans l'échelle de l'Union européenne, il faut bien avoir en tête que les leaders, ça va être la France, l'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas, mais aussi la Finlande, la Suède ou le Danemark. On se parle de, attention, roulement de tambour, en termes donc d'emplois au total qui pourraient être créés au niveau de l'Union européenne, on peut imaginer que jusqu'à 200 000 emplois dans le secteur de l'hydrogène pourraient être créés d'ici 2030. Ça, c'est en scénario business as usual. Et dans le scénario ambitieux, ce que la Commission européenne envisage, c'est qu'à l'horizon 2030, l'hydrogène puisse être générateur d'un marché aux alentours de 150 milliards d'euros en rythme annuel et 1 million de nouveaux emplois à l'échelle de l'Union européenne. Donc, évidemment, c'est un marché qui potentiellement pourrait avoir de grosses conséquences en termes donc de création d'emplois nouveaux, d'emplois verts, comme on les appelle maintenant de plus en plus. Et ça, pour vous donner un ordre d'idée, un ordre de grandeur plutôt, sur la différence de pénétration de l'hydrogène dans le marché énergétique européen auquel ces deux chiffres correspondent, dans le scénario business as usual, d'ici 2030, la Commission européenne parle, donc je vous rappelle, 200 000 emplois à peu près, on parle d'une pénétration de l'hydrogène aux alentours de 4%. Et dans le scénario ambitieux, on se parle de 6% de la demande énergétique européenne qui pourrait donc être assouvie par l'hydrogène. Et les scénarios ensuite pour l'année 2050, qui sont les scénarios de travail aujourd'hui de la Commission européenne, c'est 8% du marché européen à l'horizon 2050, donc en business as usual, et jusqu'à 24%, un quart tout simplement, de la demande énergétique européenne dans le scénario ambitieux. Et ce scénario, il paraissait ambitieux il y a 2 ans, il paraît de moins en moins ambitieux, c'est-à-dire de plus en plus réaliste, parce que finalement, qu'on s'attarde sur les études qui sont faites pour l'Europe, qui sont faites pour l'Amérique du Nord, qui sont faites pour la Chine, on retrouve ces ordres de grandeur à peu près similaires à chaque fois, avec, à l'horizon 2050, un marché en 4 quarts. 25% hydrogène, 25% nucléaire, 25% énergie fossile et 25% du reste.
Donc, c'est assez intéressant de voir que petit à petit, quelles que soient les analyses et les pays, on retrouve ces convergences autour donc, de un quart de la demande énergétique qui pourrait être assouvie par l'hydrogène à l'horizon 2050. Je vois que Laurence a dit la même chose. Il me semble qu'on parle de 200 000 emplois en Norvège. Merci, Laurence. Ça, c'est dans le scénario ambitieux. 200 000 emplois juste en Norvège, c'est le scénario ambitieux. Ouais. Tout à fait d'accord avec vous. Erwan, logique de produire de l'hydrogène avec des énergies vertes, surtout pour faire rouler des voitures. Qu'en est-il de la perte énergétique? L'hydrogène produit de la vapeur d'eau après utilisation. Des études montrent que ces rejets d'eau pourraient avoir un effet néfaste sur l'atmosphère et ne pas réduire le réchauffement climatique. Pourriez-vous nous éclairer sur ce point, car il y a plusieurs études contradictoires? Excusez-moi, François. Mika? Est-ce que je laisse l'ingénieur répondre ou c'est moi qui y vais? Vas-y, Nico, vas-y. Ok, bon, je vais la faire courte. La question de la vapeur d'eau produite par les moteurs à hydrogène n'est pas un sujet qui est similaire, tout simplement en termes d'impact sur le réchauffement climatique, en termes d'effet de serre, tout simplement, à ce qu'on émet aujourd'hui avec du CO2. Les ordres de grandeur n'ont strictement rien à voir. Et de fait, la vapeur d'eau ou le CO2 ne va pas se loger non plus dans l'atmosphère au même endroit et n'a pas forcément le même effet directement. Donc fondamentalement, oui, il y a toujours des études qui peuvent montrer tout et n'importe quoi, mais comme on le voit dans la fabrique de l'ignorance, très franchement, il y a bien plus de littérature qui démontre l'intérêt de passer à l'hydrogène, peut-être, plutôt que de ne pas le faire. En tout cas, qui montre que la vapeur d'eau n'est pas véritablement un enjeu aussi important que le CO2 en termes technico-commercial aujourd'hui par rapport à ce secteur de l'hydrogène. Cependant, il y a un point qui peut être valide et qu'on voit notamment chez les turiféraires de certains chercheurs, comme par exemple Jean-Marc Jancovici, c'est la question de l'utilisation de l'hydrogène. Pourquoi faire de l'hydrogène alors qu'on pourrait électrifier directement, par exemple? Et là, pour le coup, il ne faut pas opposer les deux. C'est-à-dire que fondamentalement, et c'est ce qu'on voit dans les études que j'évoquais tout à l'heure, les 25% de ce que j'ai appelé le reste, c'est l'électrification directe en réalité. Fondamentalement, il n'y a pas aujourd'hui à opposer l'hydrogène d'un côté ou l'électrification directe de l'autre parce que les usages ne sont pas les mêmes, tout simplement. Je prends un exemple concret. Si vous voulez aller de Paris à Marseille ou vous voulez aller de Helsinki à Rovaniemi ou de Oslo jusqu'à Tromsø, il vaut mieux pour vous que vous ayez une voiture à hydrogène plutôt que d'avoir une voiture électrique. Parce que tout simplement, vous allez perdre moins de temps pour faire tout simplement vos pleins, vous allez avoir plus d'autonomie, j'en passe et des meilleurs. De la même manière, si vous êtes une entreprise de logistique, que vous avez par exemple un entrepôt, et typiquement dans cet entrepôt, vous allez avoir beaucoup de chariots élévateurs, mieux vaut avoir des chariots élévateurs à l'hydrogène plutôt qu'à l'électricité tout court, parce que tout simplement, si vous avez une organisation en 3 shifts de 8 heures, fondamentalement, ça ne va pas être très optimal d'utiliser un chariot élévateur à hydrogène parce que vous allez l'utiliser pendant 8 heures, puis il va être pendant 8 heures à charger, puis vous allez pouvoir l'utiliser pendant 8 heures, puis il va re-être à charger. Alors qu'avec de l'hydrogène, vous pourriez tout à fait le recharger pendant la pause entre les 2 shifts. Donc, fondamentalement, il y a la question des usages qui vient derrière et ça se calcule tout simplement. Si vous voulez faire des comparaisons entre la parité hydrogène d'un côté et parité fossile de l'autre, ou alors parité hydrogène et parité batterie de l'autre, vous pouvez tout à fait voir des études qui vont analyser ça sous l'angle du coût total de possession de je ne sais quoi, d'une voiture, d'un chariot élévateur ou d'un bus ou d'un camion ou d'autre chose. Et vous verrez que plus le temps d'utilisation de l'outil que vous allez utiliser est important, plus tout simplement l'hydrogène va gagner par rapport, en termes de coût d'utilisation totale, encore une fois, par rapport aussi bien aux moteurs à combustion interne, donc énergie fossile, ou aux électriques batteries. J'en profite, je réponds peut-être rapidement aussi à une autre question sur les terres rares que j'ai vu passer dans le
dans le chat, je voudrais y répondre parce que tant qu'on est en train de faire du debunking, c'est peut-être intéressant de faire du debunking là-dessus aussi. Je ne retrouve plus la question exactement en scrollant dans la barre de chat, mais je crois me souvenir du coup que l'important, voilà, c'est bon, je l'ai, n'est-il pas critiquable de dire que l'hydrogène est green vu le rôle des terres rares dans leur développement, notamment sur les piles à combustible? Eh bien, tout simplement, les terres rares aujourd'hui ont de moins en moins de rôle dans le développement de l'hydrogène, justement, et la nouvelle génération, la troisième et la quatrième génération d'électrolyseurs, par exemple, c'est valable pour les piles à combustible aussi, portées notamment par des boîtes norvégiennes, on ne va pas les citer encore une fois, mais islandaises aussi d'ailleurs, sont aujourd'hui dépourvues de terres rares, c'est-à-dire qu'on n'utilise plus de terres rares dans ces électrolyseurs ou dans ces piles à combustible, tout simplement pour réduire effectivement le coût environnemental et puis aussi le coût d'image de l'industrie. Je peux vous donner en fait des ordres de grandeur. Par exemple, si je peux me permettre, pour les électrolyseurs de basse température, généralement, pour 1 gigawatt d'électrolyseur, on utilise environ d'une demi-tonne d'iridium. D'accord? Donc, si on se base sur les targets, sur les cibles de l'Union européenne à 40 gigawatts d'électrolyseurs d'ici 2030 et assumant que en fait, ce sont des électrolyseurs de basse température, on est aux environs de 20 tonnes d'iridium. D'accord? Donc, si l'iridium est toujours en fait un métaux noble, un métaux rare, est toujours utilisé. Donc, effectivement, il y a une grosse poussée de ces compagnies-là, de l'Union européenne et d'autres aussi pays, de réduire dramatiquement en fait, cette teneur de ces métaux qui sont très rares et très chers d'abord. L'iridium a augmenté d'à peu près de 400% depuis l'année dernière. Donc, ça devient un électrolyseur de luxe. D'accord? Donc, effectivement, donc, il y a vraiment une poussée. On essaie de réduire ces teneurs et même de remplacer ces métaux rares. Et donc, quelque partie, en fait, ce qu'on fait ici en Norvège, par des métaux de transition qu'on appelle des métaux assez accessibles et pas chers du tout. Bon, alors moi j'ai une question pour la Suède, parce qu'on parle beaucoup des autres pays, mais pas beaucoup de la Suède. Alors, tête de liste de la Suède, si je ne pose pas la question, je vais me faire disputer. Bon, alors, il semble qu'en Suède, les infrastructures pour le gaz naturel sont très peu développées. Donc, la question, est-il vraiment possible de passer rapidement à l'hydrogène? Voilà. Alors, ce qui est intéressant dans le cas de la Suède, il y a trois choses qui sont à dire dans le cas de la Suède. La première, c'est que la Suède, vous l'avez vu tout à l'heure, a un certain potentiel aussi en termes de production d'hydrogène vert à partir d'énergies renouvelables. Donc ça, il faut bien effectivement la compter. Et c'est la raison pour laquelle on voit beaucoup de boîtes suédoises justement dans des programmes ou des groupements d'entreprises pour le développement de l'hydrogène à l'international. Évidemment, je ne peux pas les citer, mais il y a une certaine boîte, par exemple, à 3 lettres, suédo-suisse, qui est effectivement parmi les leaders aujourd'hui du développement du secteur de l'hydrogène dans le monde et qui participe à pléthore d'institutions régionales jusqu'au Moyen-Orient ou en Asie du Sud-Est. Ça, c'est la première chose à dire. La deuxième chose qui est intéressante avec la Suède, c'est effectivement qu'il y a un intérêt pour plein de types d'hydrogène différents, y compris l'hydrogène nucléaire. Là aussi, c'est une petite particularité dans les pays scandinaves, qui est à la fois suédoise et aussi finlandaise, cette idée de considérer l'hydrogène nucléaire comme étant quelque chose de souhaitable ou en tout cas de viable. Et le troisième point qui est intéressant par rapport à la Suède, c'est qu'aujourd'hui, le secteur sur lequel elle est en train de tester, de développer massivement son secteur, ses chaînes de valeur hydrogène, c'est sur le secteur du mining, sur le secteur minier évidemment, puisque l'objectif en Suède, et en particulier dans la partie nord de la Suède, je plaide aussi un peu parfois pour ma paroisse arctique, que ce soit autour de Kiruna, de Gällivare ou plus au nord encore, ces différentes entreprises minières qui exploitent le fer et d'autres métaux là-haut voient dans l'hydrogène la possibilité de décarboner là aussi leur chaîne de valeur et en particulier
spécifiquement les petites locomotives, les petits camions-bennes qui permettent tout simplement d'extraire ces différents matériaux. Donc aujourd'hui, la Suède est sur une stratégie qui est assez similaire à celle de l'Afrique du Sud, pour tout vous dire, avec une stratégie de déploiement de l'hydrogène d'abord pour le secteur minier qui pourrait ensuite faire tache d'huile dans d'autres secteurs économiques. Mais fondamentalement, la Suède n'est évidemment pas à mettre sur le bas-côté dans la révolution, entre guillemets, de l'hydrogène. C'est juste qu'aujourd'hui, pour le coup, il y a moins d'entreprises suédoises dans le secteur en termes tout simplement numériques, en termes de volume, tout simplement, qu'il ne peut y en avoir, par exemple, en Norvège ou même en Finlande. Okay. Et on attend toujours la stratégie hydrogène de la Suède. Elle n'est pas encore là. Bientôt un annoncement, en fait, très très bientôt pour la Suède. Une question sur l'hydrogène n'est pas une énergie primaire, mais seulement un vecteur énergétique. Quelles énergies primaires peuvent quantitativement remplacer les énergies fossiles actuelles? J'aimerais aussi embrayer cette question en reprenant les chiffres que vous avez donnés, en disant que l'hydrogène vert était encore minoritaire. Et vous parliez également de l'hydrogène rose, l'hydrogène de source nucléaire. Et quel est, selon vous, dans cette perspective, l'avenir de l'énergie nucléaire vis-à-vis de la production d'hydrogène? Et également, pour faire écho peut-être au projet ITER, s'il venait à arriver à maturité, qui serait une énergie nucléaire supposée propre, est-ce que si cela devait advenir, cela constituerait, dans le cas de la production d'hydrogène, une sorte de Graal ou développerait peut-être considérablement cette énergie? Enfin, j'étais un peu long. Voilà, je vous laisse répondre. Alors, je pensais avoir fait le debunking de cette question tout à l'heure et du coup, je n'ai pas été assez clair là-dessus. L'hydrogène est une énergie primaire. L'hydrogène blanc, c'est de l'énergie primaire. C'est de l'hydrogène, de l'énergie qui est dans le sol et qu'on extrait exactement de la même manière qu'on extrairait du pétrole, du gaz ou autre chose pour pouvoir l'exploiter. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, en France, et pas que, les groupements d'entreprises spécifiquement pour le secteur du pétrole et du gaz s'intéressent tout particulièrement à l'hydrogène blanc, puisque du coup, pour eux, et notamment pour les entreprises de forage ou de services au forage, c'est tout simplement un potentiel nouveau débouché, alors que le pétrole, le gaz seront évidemment petit à petit en perte de vitesse à mesure que nous allons arriver à la neutralité carbone. Donc, l'hydrogène est bien une énergie primaire, ça c'est contraire à ce qu'on m'a appris en SVT justement il y a quelques années, mais c'est bien l'énergie primaire. Mais évidemment, ce n'est pas cette énergie primaire qui se développe le plus aujourd'hui et c'est celle qu'on connaît finalement le moins bien parmi tous les différents types d'hydrogène. Et Miko, juste pour rebondir là-dessus, sans rentrer dans les cours de SVT, mais pour essayer de faire un peu l'hydrogène pour les nuls. Ok, l'hydrogène blanc, c'est primaire. Il existe, il est dans le sol. Mais quand on dit l'hydrogène qui vient des énergies propres et renouvelables, par exemple l'hydrogène qui vient de l'énergie du vent ou du soleil, celui-là, on va aller le récupérer. Donc celui-là, est-ce qu'on va le considérer comme primaire aussi? Ou c'est celui-là? D'accord, ok, d'accord. Donc là, je pense qu'on a compris. D'accord, ok. Voilà, alors du coup, je comprends mieux. Du coup, c'est ça, effectivement, c'est cet hydrogène qui est secondaire, qui n'est qu'un vecteur. Là-dessus, Philippe a tout à fait raison. Cet hydrogène-là n'est qu'un vecteur dans le sens où l'hydrogène va permettre de capter des électrons, donc va permettre de capter, si vous voulez, tout simplement l'énergie, la transformer en quelque chose, cet hydrogène qu'on va stocker. Et cet hydrogène qu'on va stocker, on va le réinjecter dans le circuit énergétique quand on aura besoin d'avoir de l'énergie, quand on aura besoin d'avoir de la chaleur, quand on aura besoin de se mouvoir, etc. Et cet hydrogène-là, qu'il soit vert, bleu, rose ou autre chose, mais bref, autre que blanc, c'est nécessairement de l'énergie secondaire. C'est un vecteur. D'accord. Et c'est celui-là qu'on va stocker, Bruno, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, ou qu'on va transformer via les électrolyseurs. Tout à fait, exactement. Donc, vous avez besoin d'électrons verts pour en fait casser la molécule et vous donner en fait l'oxygène puis l'hydrogène. Il y a un autre point aussi, je voudrais bien aussi souligner, c'est qu'on parle peu de l'oxygène, qui est aussi un gaz très très important. Ah, donc, on est très très focusé sur l'hydrogène, bien sûr comme fuel, mais l'oxygène est aussi utilisé dans d'autres segments du marché. Par exemple, la fishing industry, par exemple, l'industrie, voilà, tout à fait. Et d'autres industries où c'est les hôpitaux, par exemple, etc. Donc,
l'oxygène très pur. Parce que ce qui est bien, en fait, avec les électrolyseurs, vous avez des gaz purs. Okay. Si vous comparez ça, bien sûr, avec l'hydrogène bleu ou l'hydrogène gris, il faut le purifier, etc., etc. Donc, il y a toujours des contaminants. D'accord. Bon, il y a du CO2, du CO, etc., des SOx, on appelle ça des NOx, mais il faut bien sûr avoir une autre technologie pour vraiment s'en débarrasser. Ce qui est formidable avec vraiment avec l'eau, c'est on a besoin d'électrons verts, on casse ça, et voilà, on a en fait deux éléments ou deux molécules qui sont très très pures. Et je vais rebondir là-dessus pour vous dire aussi qu'effectivement, le secteur de l'oxygène, c'est un secteur qui est particulièrement intéressant. Je vous ai parlé du projet islandais tout à l'heure. Pourquoi le projet islandais, il mixe oxygène et aquaculture? Bruno l'a très bien dit à l'instant, parce que l'oxygène que vous n'allez pas utiliser dans ce projet islandais, vous allez l'utiliser pour la partie aquaculture. Vous avez ici une intégration verticale de la chaîne de valeur qui est idéale. Et même pour le secteur, par exemple, de la santé ou de la chimie, l'oxygène que vous produisez avec un électrolyseur, il se vend avec un premium de 20% comparé à d'autres productions d'oxygène. Donc là aussi, ça permet effectivement de mettre du beurre encore plus dans les épinards de l'hydrogène vert, dirons-nous, ou de l'hydrogène rose, qu'il ne faut évidemment pas… Et Miko, juste pour rebondir là-dessus, est-ce qu'on peut imaginer un jour des stations d'essence qu'on appellerait des stations d'hydrogène où il y aurait une pompe et une voiture, enfin ce serait la même chose, l'hydrogène serait liquéfié, ou Bruno, l'hydrogène serait liquéfié et rentrerait sous forme liquide dans la voiture? Ce serait la même chose? En fait, ce qui se passe, c'est il y a deux sortes de technologies, enfin, d'hydrogène liquéfié, bien sûr, à moins 253 degrés Celsius, ou alors utiliser en fait l'hydrogène à haute pression à 350 bars ou 700 bars, qui est en fait utilisé dans les stations d'hydrogène maintenant. Vous pouvez en fait vraiment conduire avoir une voiture à hydrogène avec une pile à combustible, donc à peu près du 80 à 100 kW, et vraiment utiliser une station à hydrogène. Et vous avez à l'intérieur de votre voiture une sorte de tank à peu près donc 700 bars, et donc avec à peu près 2 à 3 minutes pour vraiment ravitailler votre voiture. Généralement, avec 5 kg d'hydrogène, vous faites à peu près comme si c'était une voiture normale à essence, dont les 600, 700 km. 500, 600, 700 km, ça dépend. Donc voilà. Donc c'est très intéressant, bien évidemment. Mais tout ce qui est hydrogène liquéfié, ce serait pour d'autres systèmes. Donc d'ailleurs, Miko l'avait mentionné auparavant, pour par exemple dans les navires, dans les bateaux, par exemple, soit en tant que vraiment que fuel pour le système, ou alors pour le transporter d'un pays à un autre. Il y a un très gros projet entre le Japon et l'Australie. Je ne sais pas si, Miko, tu étais au courant. C'est le projet Kawasaki, super projet. Je ne sais plus maintenant de tête en fait la quantité d'hydrogène liquéfié, mais c'est vraiment un chiffre très important. Tu te rappelles un petit peu des chiffres, non, sur ça? Alors oui, effectivement, en fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, le Japon est un pays leader dans ces questions d'exportation internationale de l'hydrogène, parce que c'est aujourd'hui le seul pays qui maîtrise, ou en tout cas qui a testé les 3 types de chaînes de valeur possibles de l'hydrogène. LOHC, donc avec des composés carbonés avec Brunei, ammoniac avec l'Arabie Saoudite, et donc hydrogène liquéfié que Bruno évoquait à l'instant avec l'Australie, avec le Victoria en particulier. Aujourd'hui, on ne sait pas jusqu'où ils vont être capables d'aller, pour la simple et bonne raison qu'ils ont testé le bateau à hydrogène, pas plus tard, c'est Kawasaki qui fait ça, comme le disait Bruno, l'automne dernier. Et là, cette année, ils vont tester la première cargaison d'hydrogène depuis donc le Victoria jusqu'au Japon. Et c'est là véritablement qu'on pourra voir si effectivement ça fonctionne, si les taux de déperdition sont pas bien supérieurs à ce que Kawasaki espérait, etc. Donc, je vous donne rendez-vous. Normalement, je crois que c'est juillet qui teste ça. On peut en reparler du coup à la rentrée à ce niveau-là.
Désolé de botter en touche, hein, mais encore une fois, le cas n'a pas encore été testé empiriquement. Voilà, il arrive. Alors, juste pour aller un tout petit peu plus loin, si tu veux bien, Nico, en termes de sécurité, parce que là, tu me parles d'efficience, etc., mais on a eu des problèmes avec le LNG, où alors tout le monde a dit, ouais, super, c'est génial, le LNG, on va pouvoir avoir un nouveau fuel intéressant, et puis tout le monde a dit, ouais, mais mettez-le très, très loin, là, parce que c'est très, très, très dangereux, moi, j'en veux pas chez moi. Donc, est-ce qu'on va avoir le même problème? Alors, je pense que tu veux parler du GPL, plutôt le gaz pétrolier liquéfié, qui avait effectivement explosé. Pardon. Pardon. Non, mais pas de problème. C'est juste que le gaz naturel liquéfié n'explose pas, en tout cas pas de cette manière-là. Donc effectivement, le GPL, ça avait fait beaucoup de buzz à la fin des années 90, début 2000. Et comme le dit Laurent en commentaire, le débat sur la sécurité de l'hydrogène comme carburant a fait peur, effectivement. En fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ce qui a empêché le secteur de l'hydrogène de se développer lors de la première hype des années 70, puis de la deuxième hype de la fin des années 90, début 2000, au moment où du coup Bruno est rentré dans le secteur et où mon père travaillait dans le secteur aussi à ce moment-là, c'est tout simplement le fait que l'acceptabilité sociale et l'acceptabilité politique n'étaient pas là, notamment parce que les questions de sécurité n'étaient pas garanties. Et depuis 20 ans, un gros effort qui a été fait notamment par les constructeurs automobiles qui misaient sur l'hydrogène, dans plein de pays, on ne les citera pas, leur effort a été concentré sur cette question de la sécurité. De nombreuses organisations internationales se sont constituées pour justement rassembler les acteurs de la filière hydrogène de tous secteurs différents, de manière à pouvoir bâtir des standards, des nouvelles normes de sécurité autour de l'hydrogène pour conseiller aussi les États, les gouvernements qui étaient complètement clueless par rapport à comment bâtir et quelles régulations bâtir autour de l'hydrogène. Donc, il y a aujourd'hui effectivement toujours quelques petits problèmes, comme par exemple l'explosion de la station à hydrogène à Oslo en 2019, qui a évidemment fait parler et qui a évidemment fait chou gras de beaucoup de climato-sceptiques et de hydrogéno-sceptiques, si on peut dire ça comme ça. Mais fondamentalement, pour une station à hydrogène qui explose, vous en avez des dizaines et des dizaines à l'essence ou au diesel qui explosent, et ce n'est pas pour autant qu'on a interdit l'essence et le diesel. Aujourd'hui, la technologie pour permettre à l'hydrogène d'être amené depuis la cuve de stockage jusqu'au réservoir de la voiture, ça n'a pas été facile de la développer, mais effectivement, le débat sur la sécurité de l'hydrogène aujourd'hui n'est plus au même niveau que celui des années 2000, et aujourd'hui, si vous entendez des lobbyistes de l'hydrogène vous dire qu'une chaîne de valeur hydrogène est aujourd'hui plus sécurisée pour votre voiture ou votre camion ou je ne sais quoi, que la chaîne de valeur des énergies fossiles, et en particulier de l'essence ou du diesel, techniquement parlant, force est de constater qu'il a raison. Bruno, peut-être, peut embrayer. Non, tout à fait. Tu as tout à fait raison. Je n'ai rien à ajouter. Tout à fait raison. Je me permets de revenir sur ce que j'ai dit, parce que sur la deuxième partie de ma question, désolé d'insister, la part future du nucléaire dans la production d'hydrogène. Quel est votre sentiment là-dessus? I have no idea. C'est-à-dire qu'il y a quelques pays, comme je disais, qui misent dessus. Et donc, ces pays, ce n'est pas la Norvège, ce n'est pas non plus l'Islande. Et fondamentalement, on peut tout à fait imaginer effectivement qu'en Russie, par exemple, l'hydrogène rose ait une forte pénétration. Typiquement, aujourd'hui, qu'est-ce qui est en test en Russie? C'est 2 programmes d'hydrogène rose, donc à partir de nucléaire, Saint-Pétersbourg, proche Finlande, et péninsule de Kola, là aussi proche Finlande. De l'autre côté, ils envisagent de faire de l'hydrogène vert, par exemple dans la région de Magadan avec de l'hydroélectricité. Ils envisagent de faire du bleu, par exemple en transformant certains projets de gaz de la péninsule de Yamal au cœur de l'Arctique russe en projets hydrogène. Donc, effectivement, dans certains pays comme cela, l'hydrogène nucléaire devrait avoir une bonne pénétration. Maintenant, à l'échelle mondiale, ce qui va être déterminant par rapport à la pénétration de l'hydrogène rose, c'est la pénétration en amont de ce qu'on appelle les petits réacteurs modulaires, c'est-à-dire des petits réacteurs nucléaires, pas les grandes centrales qu'on connaît, qu'on a en France ou qu'on va bientôt avoir en Finlande. L'important, c'est que si effectivement ces petits modules, ces petits réacteurs modulaires peuvent
être développés et exploités et déployés un peu partout dans le monde, ce qui est la stratégie, par exemple, du grand nucléariste russe, qu'on ne citera pas, ou du grand nucléariste français qu'on ne citera pas non plus. Eh bien, si effectivement ça pouvait se faire, là, l'hydrogène rose pourrait être une solution particulièrement intéressante pour des espaces insulaires, par exemple, ou des espaces dépourvus de gisements éoliens ou de gisements solaires suffisamment importants pour faire de l'hydrogène en masse. Alors, juste pour la petite histoire, le nucléaire en Finlande existe déjà. On en parle de développement futur sur le PR3 qui a du mal à se mettre en route. Mais nous sommes déjà nucléarisés en Finlande. Bon, alors je vais prendre la parole au nom de l'ASFE parce que le temps passe et que j'ai l'impression qu'on a une communauté de passionnés. Je pense que l'énergie dans les pays nordiques, c'est un débat qui passionne tout le monde. Je crois que du coup, on va remercier Miko pour son intervention vraiment passionnante, facile à comprendre. C'était un plaisir, en tout cas pour moi. Donc j'espère que les gens qui ont pu profiter de ce webinaire étaient satisfaits. On pourra envisager qu'avec mes collègues nordiques, on continue dans la lancée dans quelques mois à faire des webinaires comme ça aussi intéressants. Merci à Bruno et merci surtout de t'être proposé. Tu as bien fait de prendre contact pour intervenir. C'était tout aussi passionnant que Miko. Donc, merci à toi aussi, Bruno. No problème. Merci. C'était super. On n'a pas pu répondre à toutes les questions. Je vois qu'il y a des questions, mais on me demande d'interrompre. Alors, je ne fais qu'interrompre. Je crois que Miko doit partir. Je vais commencer par dire à tout le monde. Donc, il y a nous, pour la section de la Norvège, on a un autre webinaire vendredi soir sur la culture et la musique avec une musicienne de l'Orchestre Philharmonique d'Oslo et Éric Leclerc qui est sur notre liste. Donc, ça va être passionnant, ça va être un autre débat musique-culture. Je crois que François, en Suède, tu as quelque chose de prévu bientôt aussi. Oui, c'est en cours. Voilà, donc c'est des actualités pour notre liste. Et évidemment, on a le vote en ligne du 21 au 26 mai sur Internet et aux urnes. Je crois qu'on est tous au 30 mai, pareil. Je rappelle aussi qu'il y a un mail. Si vous avez des questions à adresser à Miko ou à Bruno, vous pouvez le faire en nous contactant directement. contact@alliancesolidaires.org. On va partager cette adresse sur le chat. Donc, n'hésitez pas, ceux d'entre vous qui voudraient prolonger le plaisir sur l'hydrogène, on va vous faire parvenir cette adresse sur le chat. Je ne sais pas si Marie-Zoé, tu veux dire quelques mots, puis Jacques et François, est-ce qu'on clore comme ça? On a été ravis de vous avoir. Effectivement, comme cela vient d'être dit, on ne peut pas répondre à toutes les questions. On voit plein de questions arriver parce que plus de questions sont posées et plus les gens sont intéressés, plus ils veulent poser des questions. Donc, on est bien obligé d'arrêter à un certain point. Nous referons à la SFE des webinaires, des présentations parce que les sujets autour de l'écologie nous intéressent, qu'ils soient de sources citoyennes ou scientifiques ou de toute nature. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir participé. Puis je vais passer la parole à François peut-être ou Marie-Zoé. Merci Jacques. Oui, je vois que la Suède est un petit peu en retard dans ce domaine, ce qui est quand même assez regrettable compte tenu de la position de la Suède dans les pays nordiques. Bon, histoire de vous rendre un peu jaloux. Enfin bon, ceci dit, on va quand même. Merci pour ce séminaire très intéressant, passionnant. J'ai appris beaucoup de choses et je suis sûr aussi que les Français qui vivent en Suède sont comme moi. Merci encore. Merci. Je passe la parole à Marie-Zoé. Merci François, merci à tous. Passionnante conversation, passionnant échange avec des graphes très explicites. Donc effectivement, on a très envie de continuer et on le fera très très certainement. Donc merci Bruno, merci Nico. Je pense que vous allez être sollicités d'ici quelques temps pour remettre ça. Merci Laure. Effectivement, les dates sont les mêmes, même si nous avons une heure de décalage avec les autres pays. Nous voterons aux mêmes dates que tout le monde, de manière électronique à partir de ce week-end et le 30 aux urnes. Tout à fait. Merci à tous et bonne soirée. Et il y a sur YouTube, le replay sera sur YouTube pour ceux qui veulent les présentations. Du coup aussi, je crois qu'elles seront dans le replay. Voilà, je dis parce qu'il y a beaucoup de commentaires sur ça.
Merci à tous. Merci, au revoir. Merci Au à revoir. tous. Bonne soirée, Merci de bye votre bye. participation. Au revoir. Merci Mika, merci Bruno. Pas de problème.